Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est les entérobactéries. Donc, on va entamer la systématique. On a terminé avec la bactériologie générale. Maintenant, c'est la systématique. On va commencer par les entérobactéries. Le cours sera divisé en deux séances. Entérobactéries 1 et 2, parce qu'il y en a plusieurs. Le temps ne sera pas suffisant. 1 heure, ce n'est pas suffisant pour terminer tout. Alors, c'est quoi la famille des entérobactéries? Donc, le nom entérobactéries vient des bactéries qui colonisent le tube digestif. Donc c'est ça, entéro. La majorité sont des hôtes normaux du tube digestif de l'homme ou des animaux. C'est-à-dire c'est des hôtes digestifs, des bactéries saprophytes, etc. Certains sont responsables d'infections humaines, parfois sévères, comme la fièvre typhoïde, la dysenterie bacillaire, la peste, etc. Donc il y a une partie des entérobactéries qui sont des hôtes normaux du tube digestif, bénéfiques pour l'homme, parce qu'ils représentent la flore, mais il y a d'autres bactéries, ou d'autres plutôt entérobactéries, qui sont pathogènes. Cette famille comprend un groupe de bactéries qui ont les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques sont très importantes pour classer une bactérie comme entérobactérie. Premièrement, sont tous des bacilles. Deuxièmement, c'est des bactéries à gram négatif. Sont tous des bacilles à gram négatif, ce qu'on appelle communément BGN. Mobiles par une ciliature péritriche, comme vous voyez sur le schéma ici, ou immobiles. Il y a certains entérobactéries qui sont immobiles. Donc, soit mobiles par ciliature péritriche, soit complètement immobiles. C'est des aéro-anaérobies facultatifs. Donc, c'est des bactéries qui survivent en milieu aérobie ou anaérobie. Donc, c'est des aéro-anaérobies facultatifs. Ils dégradent le glucose par voie fermentative. Donc, c'est des bactéries qui fermentent le glucose. Dépourvues d'oxydase, donc oxydase négative, et possède une nitrate réductase qui réduit le NO3 en NO2, donc nitrate en nitrite. Et c'est des bactéries non exigeantes, donc c'est des bactéries qui se cultivent bien sur milieu usuel. Donc on va refaire. Ça, c'est les caractéristiques des entérobactéries. C'est des bacilles à gram négatif, mobiles ou immobiles, aéro-anaérobies facultatifs, dégradent le glucose par voie fermentative, dépourvues d'oxydase, c'est-à-dire oxydase négative, possèdent une nitrate réductase et non exigeante. Une bactérie qui ne remplit pas ces conditions-là, ce n'est pas une entérobactérie. Alors, la classification, les plus fréquemment rencontrées en pathologie humaine, on a le genre Escherichia, c'est-à-dire principalement Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia. Ça, c'est des bactéries, on peut les classer comme pathogènes stricts. Certaines souches, bien sûr, d'Escherichia coli, pas tous les Escherichia coli. Alors, on a Klebsiella, Morganella, Proteus, Enterobacter, Serraceae, Citrobacter, c'est des bactéries. Bon, comment ça, le tube digestif responsable, c'est des bactéries pathogènes opportunistes responsables d'infections, principalement des infections nosocomiales à l'hôpital. L'intérêt médical, maintenant on passe à l'intérêt médical. Les entérobactéries sont responsables d'infections diverses, c'est-à-dire ils ne donnent pas la même symptomatologie tous. On a des entérobactéries entéropathogènes, comme par exemple les salmonelles, les shigelles, E. coli, Yersinia enterocolitica. C'est des bactéries qui donnent des infections entériques, beaucoup plus des infections entériques avec des symptômes bien sûr variés. On a les infections extradigestives, c'est-à-dire les infections urinaires, respiratoires, les méningites, etc. On va commencer genre par genre et bien sûr on va commencer par Escherichia coli parce que c'est la plus célèbre, la plus connue et la plus rencontrée en pathologie humaine. Alors, les classifications, on a 5 espèces, mais celle qui nous intéresse, c'est l'Escherichia coli. Le reste, c'est des bactéries commensales du tube digestif, etc., ou de la nature, qui ne causent rien du tout. Donc, la plus importante, c'est l'Escherichia coli. Caractère bactériologique de l'Escherichia coli. Maintenant, on va détailler parce que chaque cours de la systématique se passe comme ça. Donc, on donne la classification, les caractères bactériologiques, la clinique, le diagnostic et le traitement. La morphologie, c'est bien sûr, c'est des bacilles. Parce que c'est des entérobactéries à bout arrondi à gram négatif. Donc, c'est des bacilles à gram négatif. Ça, c'est le plus important. Mobiles par une ciliature péritriche, comme vous voyez sur le schéma. Donc, c'est des bacilles à gram négatif, mobiles par ciliature péritriche. Jusqu'à maintenant, on est dans les caractéristiques des entérobactéries. Les caractères culturaux. On a dit que les entérobactéries, c'est des bactéries non exigeantes. Donc, automatiquement, Escherichia coli, ce n'est pas une bactérie exigeante. Elle pousse sur milieu usuel, comme par exemple la gélose nutritive. La température optimale de croissance est de 37 degrés. C'est une bactérie pathogène pour l'homme. Automatiquement, se multiplie à 37 degrés.
Mais il y a des extrêmes. Elle peut se multiplier à des températures avoisinent les 10 degrés jusqu'à 45 degrés. Mais la température optimale, elle est de 37 degrés. C'est le cas des bactéries qui donnent, bien sûr, des infections chez l'homme. Sur milieu gélosé, on a des colonies qui apparaissent après 18 à 24 heures d'incubation. Elles sont lisses, à contours plus ou moins réguliers, légèrement bombées, comme vous voyez sur le schéma. Ça, c'est les colonies de Escherichia coli sur gélose nutritive. Parfois, les colonies apparaissent muqueuses, comme vous voyez le schéma à droite. C'est des colonies muqueuses par la présence de ce qu'on appelle l'antigène K. C'est un antigène de la paroi, c'est l'antigène K donne cet aspect muqueux. Pour les milieux, on a ce qu'on appelle les milieux ordinaires, vous avez déjà fait dans le cours de la physiologie, et on a les milieux gélosés sélectifs, comme par exemple l'ectoène. Sur ectoène, c'est un milieu sélectif qui contient des inhibiteurs des bactéries à gram positif et qui contient des indicateurs colorés. Donc, sur un milieu ectoène, on n'aura que des bactéries à gram négatif parce qu'il inhibe la croissance des bactéries à gram positif. Donc, les colonies de Escherichia coli vont apparaître jaunes. Jaunes, pourquoi? Parce que Escherichia coli, elle dégrade le lactose et le saccharose. Une fois le lactose ou le saccharose dégradé, il y a libération des acides, bien sûr. Ces acides le milieu devient acide. Une fois le milieu devient acide, donc automatiquement, il y a virage de l'indicateur coloré. D'une couleur, comme vous voyez ici, verte, vers une couleur jaunâtre. C'est jaune orangé, ça signifie l'acidification du milieu. Donc la bactérie, elle est lactose positive et ou saccharose positive. Donc elle utilise les sucres, elle acidifie le milieu et on a virage de l'indicateur coloré, comme vous voyez à gauche ici. Ou même ici, par exemple, à droite. Ça, c'est une bactérie qui ne dégrade pas ni le lactose ni le saccharose, le milieu reste inchangé. Sur milieu liquide, l'apparition d'un trouble homogène, 18 à 24 heures d'incubation. Le plus important, c'est les milieux solides. Soit elle pousse sur milieu GN nutritif, bien sûr un milieu ordinaire, et elle pousse sur milieu sélectif comme l'ectoène. Il y a plusieurs milieux sélectifs, mais le plus utilisé généralement pour les entérobactéries, c'est l'ectoène. Pour ce qui est des caractères biochimiques, parce que pour identifier une bactérie, on a besoin, bien sûr, de le tester avec des milieux pour avoir les caractères biochimiques. On a dit que les entérobactéries fermentent le glucose, parce que toutes les entérobactéries fermentent le glucose, comme vous voyez ici sur le schéma. Ça, c'est le milieu TSI. Donc, on a à gauche ici, c'est un TSI non ensemencé. Ça, c'est avant l'ensemencement. Là, c'est un TSI positif. Comme vous voyez, la pente, elle est positive. Elle est jaune, donc automatiquement, il y a fermentation de lactose et ou de la saccharose. Le culot est jaune également, témoignant la fermentation de la glucose. Et ici, vous voyez, il y a apparition des poches de gaz, donc production de gaz. Parce qu'une fois la bactérie produit le gaz, c'est-à-dire le CO2 va créer des poches à l'intérieur du milieu et un décollement, comme vous voyez ici. Le milieu, il est décollé, il y a des poches de gaz. Et bien sûr, elle est H2S négative, comme vous voyez, il n'y a pas de noircissement, comme par exemple le milieu à droite. Il y a un noircissement témoignant la présence d'H2S. Dans un tube de TSI de E. coli, il n'y a pas de noircissement, donc elle est H2S négative. Pour la mannitol, elle est positive. OMPG positif parce qu'elle dégrade déjà le glucose à l'enzyme. Indol positif. Et citrate négatif. Il faut se rappeler des caractères suivants. Par exemple, les caractères des entérobactéries. C'est à apprendre parce que c'est impératif pour classer une bactérie. Pour Escherichia coli, il faut se rappeler qu'elle est lactose positive, glucose positive, c'est-à-dire elle fermente le glucose, lactose positive et indole positif. Citrate négatif, c'est ça les caractéristiques à apprendre pour Escherichia coli, parce que le reste, c'est un peu plus compliqué, mais on peut identifier une Escherichia coli sur la base de ces 4 caractères. C'est largement suffisant pour identifier. Pour les structures antigéniques, qu'est-ce qu'il y a à la surface d'Escherichia coli? Qu'est-ce qu'elle a comme antigène? On a plusieurs types d'antigènes. On a l'antigène O, ce qu'on appelle l'antigène somatique. On a l'antigène K de la capsule. On a les antigènes flagellaires, l'antigène H. L'antigène O, c'est ce qu'on appelle l'antigène somatique. Il est lipopolysaccharidique, ce qu'on appelle les LPS. On l'a déjà parlé de ça. Il existe 164 antigènes O différents. Pour l'antigène K, il existe 2 types. Il existe un antigène de nature polysaccharidique et un antigène protéique. On a les antigènes CAFA 1 et 2, et c'est des facteurs d'entérotoxine, c'est des toxines. C'est des facteurs, des antigènes, des toxines.
On a l'antigène flagellaire, il existe 56 antigènes flagellaires différents. Donc, sur la base de ces antigènes-là, on va identifier le sérogroupe ou le sérotype de la bactérie. On passe maintenant au pouvoir pathogène d'Escherichia coli. Elle a quoi comme facteur de pathogénicité ou facteur de virulence? On a les propriétés adhésives. Escherichia coli, elle possède la propriété d'adhérer à l'épithélium ou d'adhérer à la muqueuse ou d'adhérer à la surface cellulaire. Donc, par des pili et des fimbriers qui existent à la surface de la bactérie, elle possède la propriété d'adhésion à la surface cellulaire, permettant la fixation, bien sûr, de la bactérie sur la surface des cellules épithéliales, par exemple urinaires. C'est pourquoi la bactérie elle est responsable de 80% des infections urinaires parce qu'elle a ce pouvoir adhésif. Elle élabore également des substances. On a les hémolysines, c'est des toxines qui vont causer quoi? Tout simplement la destruction des globules rouges, parce que c'est des hémolysines fréquentes chez Escherichia coli, isolées lors d'infections urinaires hautes. Lorsqu'on dit infection urinaire haute, ce n'est pas une infection urinaire simple, c'est une infection, par exemple, du rein, parce que c'est une infection de l'appareil urinaire haut. On a des virotoxines, c'est des substances produites par Escherichia coli entero-hémorragique, c'est des cytotoxines thermolabiles actives sur les cellules intestinales, c'est des toxines. On va les voir par la suite. On a les entérotoxines synthétisées par E. coli entérotoxinogènes. Il existe deux types. Les entérotoxines thermolabiles et thermostables. Les thermolabiles, elles entraînent des diarrhées profuses. Les thermostables provoquent une hypersécrétion intestinale d'eau et de chlorure. Donc, c'est la déshydratation. On passe maintenant à la clinique. Elle donne quoi comme clinique? Parce que les Escherichia coli, il y a plusieurs sérotypes. Chaque sérotype peut donner une infection bien précise. Alors, on commence par les infections extradigestives, c'est-à-dire les infections qui ne sont pas liées à la présence de la bactérie au tube digestif. Premièrement, les infections urinaires. Il faut savoir que Escherichia coli, elle est responsable de plus de 80% des infections urinaires, que ce soit les cystites, c'est-à-dire infections basses, ou les pyélonéphrite, c'est des infections beaucoup plus hautes, c'est-à-dire infections, on va dire entre parenthèses, rénales. Donc, c'est des infections beaucoup plus graves. Les cystites restent localisées au niveau de la vessie, mais les pyélonéphrite, c'est des infections beaucoup plus hautes. On a par essaimage à point de départ digestif. Il y a des infections extradigestives, mais le point de départ, c'est un digestif. Donc, la bactérie, elle est présente au niveau du tube digestif. Suite à un traumatisme, par exemple, elle va donner une péritonite. Suite à une opération chirurgicale ou une appendicite, etc., on aura une péritonite. C'est-à-dire la bactérie va passer du tube digestif vers le péritoine, donnant une péritonite. Il y a également des septicémies. Les septicémies, généralement, c'est un passage du tube digestif vers le sang, donnant une septicémie. On a également les méningites et les septicémies chez le nouveau-né. Le nouveau-né, par exemple, il est infecté par le E. coli K1, ce qu'on appelle E. coli K1. C'est une Escherichia coli qui possède un antigène K1. Cet antigène va permettre le passage vers les méninges, donnant une méningite, surtout chez les nouveau-nés. Donc, c'est une infection maternelle-fœtale. Pour ce qui est d'infection digestive, on a plusieurs types de E. coli. Donc, selon le sérotype. Premièrement, on a E. coli entéropathogène, ce qu'on appelle les EPEC. Pardon. Le coli entéropathogène, elle est responsable de gastroentérite infantile, beaucoup plus chez les enfants. Elle donne des diarrhées chez les moins de 2 ans. Donc, si on a un enfant avec des diarrhées, on recherche les parasites, bien sûr, et en même temps, on recherche les bactéries. Les bactéries, principalement, le coli entéropathogène. Ce n'est pas une infection très grave, mais elle cause des déshydratations qui peuvent être graves chez les moins de 2 ans. Deuxièmement, on a E. coli entéro-invasif, comme le nom indique, entéro, c'est-à-dire les cellules intestinales et invasives, donc elle va envahir les cellules intestinales. C'est une invasion de la muqueuse colique, dans des diarrhées aiguës avec présence de sang et de mucus. La présence de sang et du mucus dans les selles signe une invasion de la muqueuse colique, parce qu'il y a des bactéries qui causent tout simplement des diarrhées profuses en utilisant des toxines. Il n'y a pas de sang, donc là, il n'y a pas d'invasion, mais les E. coli entéro-invasifs causent la présence de sang et de mucus parce qu'elle attaque directement les cellules intestinales. En détruisant les cellules intestinales, il y aura du sang et du mucus qui sort.
Donc, si on a du sang ou du mucus dans les selles, là, ça témoigne de la présence d'une invasion de la muqueuse colique. Troisièmement, on a les E. coli entérotoxinogènes. C'est des diarrhées dues à la sécrétion d'une entérotoxine. L'entérotoxine va faire quoi? Va se fixer sur ces récepteurs et causer la sortie d'eau et de chlorure, donc c'est la déshydratation. Quatrièmement, on a E. coli entérohémorragique. C'est ce qu'on appelle E. coli O157H7. C'est une bactérie qui a causé des épidémies en Europe il y a peut-être 10 à 12 ans. Suite à la consommation d'un, je crois, jus d'orange contaminé par cette bactérie-là. La caractéristique, c'est une bactérie qui donne des hémorragies et un syndrome hémolytique urémique, entraînant une insuffisance rénale. Donc, c'est une symptomatologie bien précise due à E. coli O157H7. C'est une bactérie entéro-hémorragique, c'est-à-dire elle cause des hémorragies tout simplement. Il y a également les E. coli entéro-agrégatives et à adhésion diffuse, mais ce n'est pas très fréquent. Donc, elles ne causent pas beaucoup d'infections. Les plus importantes, c'est des entéropathogènes, entéro-invasifs, entérotoxinogènes et entéro-hémorragiques. Ça, c'est un schéma qui explique un petit peu le mécanisme. Par exemple, pour les E. coli entéropathogènes, ils vont causer une attaque de la muqueuse colique, mais sans sortie de sang ni rien du tout. C'est juste qu'ils sont à la surface, ils vont causer la sortie d'eau et de chlorure, causant la déshydratation. Les E. coli entéro-hémorragiques, ils ont des toxines qui vont causer un choc. C'est ce qu'on appelle choc urémique systémique, et ils vont causer des hémorragies. On a les E. coli entérotoxinogènes, c'est la toxine qui va causer la pathologie. Les entéro-invasifs, comme vous voyez sur le schéma, la bactérie elle va entrer à l'intérieur de la muqueuse colique et elle va la détruire, donnant naissance à une destruction des cellules digestives. Il y a du sang, il y a du mucus. Alors, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic, le prélèvement, il dépend du site de l'infection. Est-ce qu'on est devant une infection extradigestive ou une infection digestive? Si on est devant une infection extradigestive, donc c'est selon la clinique. S'il y a une infection urinaire, automatiquement on va faire un ECBU. S'il s'agit d'une méningite, le prélèvement sera le LCR. S'il s'agit d'une suppuration, c'est la présence de pus, c'est un prélèvement de pus tout simplement. Pour les diarrhées aiguës, c'est les selles par coproculture. On va faire une coproculture. S'il s'agit d'une infection digestive, bien sûr. L'ensemencement du prélèvement sur les différents milieux. On a dit que Escherichia coli est une bactérie non exigeante, mais dans le cas de diagnostic, on utilise quand même des milieux enrichis parce qu'avant d'avoir, c'est-à-dire le résultat, on ne sait pas est-ce qu'il s'agit de E. coli, est-ce qu'il s'agit de streptocoque, est-ce qu'il s'agit de staphylocoque. Donc on va utiliser quand même des milieux plus ou moins enrichis. Mais une gélose nutritive est largement suffisante pour détecter. Par exemple, pour les infections urinaires, on utilise seulement la gélose nutritive. Pourquoi? Parce que déjà, Escherichia coli est responsable de 80% des infections. Les entérobactéries en général, responsables de la majorité des cas. Plus de 99% des cas, il s'agit d'une entérobactérie. Donc, automatiquement, on peut utiliser seulement la gélose nutritive. L'ectoène, on le laisse pour les infections digestives, c'est-à-dire la coproculture. L'incubation, elle est 18 à 24 heures. C'est une bactérie qui pousse facilement. Donc, quand on met en 18 à 24 heures, elle nous donne des colonies. La lecture des boîtes et observation de la morphologie. Donc, on va observer la morphologie. On a des colonies bombées, par exemple, lactose positif sur ectoène. On va faire un gramme. On retrouve qu'il s'agit d'un gramme, d'un bacille à gramme négatif. On va faire l'oxydase, oxydase négative. Donc, automatiquement, on est pratiquement dans les entérobactéries. On va faire la catalase, elle est positive. Et une galerie biochimique. La galerie biochimique, bien sûr, va nous donner l'espèce. On a dit qu'il s'agit d'une bactérie glucose positive, lactose positive, production de gaz sur TSI, H2S négatif et mannitol positif, indole positif. Donc, automatiquement, on est dans Escherichia coli. Après, on va faire un antibiogramme, bien sûr. Une fois on a la souche pure, identifiée, il s'agit d'Escherichia coli, on va faire un antibiogramme en utilisant, bien sûr, des antibiotiques agissant sur les entérobactéries. Après l'antibiogramme, bien sûr, on va rédiger l'antibiogramme et rendre les résultats au médecin. Il s'agit d'Escherichia coli, profil de résistance suivant pour qu'il choisisse le traitement adéquat.
Mais parfois, on est obligé d'identifier la bactérie. Si on est devant un cas, par exemple, de présence d'Escherichia coli dans une coproculture d'un nouveau-né ou d'un bébé ou d'un nourrisson, plutôt moins de 2 ans. Donc, on est obligé de rechercher le sérotype. Est-ce qu'il s'agit de E. coli entéropathogène ou non? Parce que E. coli, elle fait partie de la flore du tube digestif. La recherche du sérotype se fait tout simplement par l'agglutination sur l'âme. On va utiliser des sérums contenant des anticorps monoclonaux antigènes somatiques. Par exemple, pour le E. coli O157H7. Si on recherche E. coli O157H7, donc on a l'antigène O157, on va ramener un sérum anti-O157. On va le mettre en contact avec l'Escherichia coli. Si on a une agglutination, c'est-à-dire il s'agit bien de Escherichia coli, parce que l'anticorps va se fixer sur l'antigène O157. Et bien sûr, on va ramener l'anticorps anti-H7 et on va le mettre en contact. S'il y a agglutination, on est bien devant E. coli 1157H7. Ou bien sûr, si on est devant des EPEC, il y a des tableaux de lecture. Pour ce qui est de traitement, le traitement est en fonction de l'antibiogramme, bien sûr, car il existe des résistances aux antibiotiques. Et bien sûr, la réhydratation en cas de diarrhée. La prévention, c'est l'hygiène générale et notamment alimentaire. C'est l'hygiène alimentaire. Ça, c'est pour prévenir les infections à E. coli. Est-ce que pour Escherichia coli, ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est pas trop compliqué? Est-ce que ça va? Avant de passer aux autres bactéries. Très bien. Continuons. On passe maintenant au deuxième genre, qui est le Yersinia, ce qu'on appelle la classification. Donc, on a plusieurs espèces. Principalement 3 grandes espèces responsables de pathologies. On a Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica. On a également Yersinia pseudotuberculosis. Bon, ça apparaît pas sur le schéma, mais on a également Yersinia pseudotuberculosis. La plus importante, bien sûr, c'est Yersinia pestis, qui a causé quoi? Qui a causé ce qu'on appelle la peste noire dans les années, dans le 12e, 11e ou 12e siècle. Donc, elle était responsable du décès de la mort de pratiquement 60% de la population européenne, en causant la peste, ce qu'on appelle la peste noire. Les caractères bactériologiques, c'est toujours une entérobactérie, donc automatiquement un bacille à gram négatif. Les caractères culturaux, elles poussent entre 28 et 32 degrés, et 30 degrés plutôt, mais elles se cultivent bien à 37 et même à plus 4. Les Yersinia se poussent facilement à plus 4, donc c'est au frigo. On peut avoir des colonies même en laissant les boîtes au frigo. Par exemple, le colis, non, si on laisse la boîte au frigo, elle sera négative. Mais pour Yersinia, à plus 4, elle se multiplie le plus normalement possible. Les caractères biochimiques, bien sûr, elles fermentent le glucose, ça c'est l'une des caractéristiques des entérobactéries, sans production de gaz, donc elle est gaz négatif, H2S négatif. Et elle ne fermente pas le lactose, ni le saccharose pour Yersinia pestis. Pour Yersinia enterocolitica, elle fermente le saccharose. Bon, ça c'est un tableau des caractères, mais c'est juste à titre d'information. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre parce que c'est compliqué, voire impossible. Alors, on passe maintenant au pouvoir pathogène du Yersinia pestis. Premièrement, elle est responsable de la peste, maladie de Ranger. Parce que la peste, la bactérie, elle est transmise par les puces des rats noirs. Donc, le rat, comme vous voyez ici sur le schéma, le rat sera infecté par Yersinia pestis. Les puces des rats noirs vont piquer le sang du rat. Donc, automatiquement, la puce, elle est infectée. Et en piquant l'homme, elle transmet la maladie à l'homme. Une fois la bactérie à l'intérieur du système de la circulation sanguine de l'homme, elle va causer quoi? Des symptômes, soit primaires, soit secondaires, et de là, la transmission d'homme à homme. Donc, il existe 2 types de peste. On a ce qu'on appelle la peste bubonique, ou bubon, comme vous voyez sur le schéma. C'est quoi le bubon? Bien sûr, elle est due
à la piqûre par la puce infectée par Yersinia pestis, incubation 2 à 5 jours, il n'y a pas de symptômes, c'est une phase, il n'y a pas de symptômes, et après apparition d'une toxi-infection grave avec réaction ganglionnaire. Le bubon, c'est un ganglion gonflé. C'est ça ce qu'on appelle le bubon. Il est gonflé à cause de la présence de Yersinia pestis à l'intérieur. Son traitement, la mort, apparaît après 7 jours parce que c'est une bactérie mortelle. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la peste pulmonaire primitive. Donc là, la contamination par voie aérienne, à la différence de la peste bubonique. La peste bubonique, la contamination ne se fait pas d'homme à homme. Elle se fait par la piqûre des puces. Alors que la peste pulmonaire primitive, la contamination, c'est direct par voie aérienne. Donc, risque de la propagation très rapide de la maladie. Par exemple, pour la peste bubonique, si on lutte contre les rats, on peut stopper si on lutte contre les puces. Mais la peste pulmonaire, donc il y a contamination d'homme à homme par voie pulmonaire. Et c'est une pathologie mortelle. Donc, alors, comme je vous ai déjà dit, la peste noire a pratiquement éradiqué 60% de la population européenne. On a Yersinia enterocolitica, comme le nom indique, responsable d'infection entérique, et Yersinia pseudotuberculosis, elle est responsable d'infection septicémique. Le diagnostic. Comment fait le diagnostic du Yersinia pestis? Premièrement, pour la peste bubonique, donc la bactérie elle se trouve à l'intérieur du ganglion enflammé, c'est le bubon. Donc on va faire quoi? Ponctionner le bubon, examen microscopique à la recherche de présence de bacilles à gram négatif, mise en culture sur gélose, une galerie biochimique, et il existe des tests rapides pour l'identification, mais tout simplement on va suivre le schéma de diagnostic bactériologique, examen microscopique, mise en culture, galerie biochimique et un antibiogramme. La peste pulmonaire, c'est l'examen des crachats. Pour les infections entériques de Yersinia enterocolitica, c'est par coproculture. Pour l'Yersinia pseudotuberculosis, c'est par hémoculture parce qu'elle donne des infections généralisées. Elle se trouve au niveau du sang, donc on est obligé de mettre le sang en culture, ce qu'on appelle l'hémoculture. Le traitement, c'est la ciprofloxacine, doxycycline ou cotrimoxazole. Il faut savoir qu'Yersinia pestis, elle est sensible aux antibiotiques, mais elle a causé des ravages dans le 11e ou 12e siècle parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, tout simplement. La prophylaxie, c'est la dératisation, il faut éliminer les rats et les insectes, principalement les puces. On passe maintenant à un autre genre, qui est le genre Salmonella. Alors, les salmonelles, c'est toujours des bacilles à gram négatif, donc c'est des entérobactéries. Chez l'homme, les salmonelles sont responsables de deux types de pathologies. Donc, on a deux types de pathologies parce qu'on a plus de 2500 sérotypes de salmonelles. Il y a plusieurs espèces. Mais les espèces les plus importantes en pathologie humaine, on les classe en deux. On a ce qu'on appelle la fièvre typhoïde et paratyphoïde, c'est pratiquement la même symptomatologie. Fièvre typhoïde et paratyphoïde, c'est des pathologies sévères. Et on a les gastro-entérites aigus, dus généralement aux salmonelles, ce qu'on appelle les salmonelles mineures, responsables d'infections de gastro-entérite, c'est-à-dire des infections entériques aiguës. La classification, le genre Salmonella se subdivise en trois espèces. On a Salmonella enterica, avec 6 sous-espèces. Enterica, c'est pas la peine d'apprendre tout ça parce que c'est impossible de les retenir. Donc, il existe 6 espèces pour Salmonella enterica. On a Bongori et on a Subterranea. Donc, 3 espèces. La plus importante, c'est Salmonella enterica, bien sûr. Mais sur le plan médical, on a une autre classification parce que c'est très difficile de classer Salmonella enterica sous espèce enterica, je ne sais pas, 5 ou 10. Donc, on a une classification médicale. Premièrement, les salmonelles typhoïdiques, responsables de la fièvre typhoïde et paratyphoïde. Donc, regroupons les sérovares Salmonella typhi, paratyphie A, paratyphie B et paratyphie C. Salmonella typhi, elle est responsable de la fièvre typhoïde. Salmonella paratyphie A, B et C, la fièvre paratyphoïde. Ça, c'est important à retenir. Mais pour les autres classifications, non. Donc, c'est la classification médicale qui nous intéresse. Deuxième groupe, c'est les salmonelles non typhoïdiques, c'est-à-dire les autres salmonelles. Il y a d'autres sérovares, par exemple Septemberg, Typhimurium, c'est ce qu'on appelle les salmonelles mineures, parce qu'ils donnent des infections, des pathologies mineures par rapport aux salmonella typhi et paratyphi. L'habitat, salmonella typhi et paratyphi A, B et C, l'habitat c'est le tube digestif de l'homme. Donc,
il existe ce qu'on appelle les porteurs sains. C'est des patients porteurs sains. Il existe également des malades qui transmettent la maladie, mais il y a des porteurs sains, c'est-à-dire ils ont salmonelle typhi et paratyphi dans le tube digestif, ils contaminent l'environnement, mais ils n'ont pas de symptômes. Il existe bien sûr la contamination également par les patients malades. Les autres salmonelles font partie du tube digestif de l'homme et des animaux, par exemple comme le poulet. Elle survit facilement dans l'eau et dans les aliments. Donc, c'est une infection à transmission hydrique, bien sûr par les aliments et par l'eau. Donc, typhée et paratyphée, le tube digestif de l'homme, et les autres salmonelles, il y a l'homme et les animaux, principalement le volaille. Caractères bactériologiques. Les caractères morphologiques, il n'y a rien de nouveau, c'est des bacilles à gram négatif. À l'état frais, c'est des bactéries mobiles par ciliature péritriche. On l'a déjà dit dans les caractéristiques des entérobactéries. La culture, la croissance à 37 degrés. Sur milieu solide, par exemple, comme l'ectoène, on a des colonies de 2 à 4 mm au diamètre, à un bord régulier. Sur ectoène, qui est un milieu sélectif, c'est des entérobactéries. Les colonies apparaissent vertes, avec ou sans un centre noir. Pourquoi vertes? Parce que c'est des bactéries lactose moins, saccharose moins. Donc, elle n'acidifie pas le milieu, il n'y a pas virage, donc le milieu reste vert. Centre noir témoignant la présence de l'H2S. L'H2S qui donne un centre noir. Comme vous voyez sur le schéma ici, ça c'est une colonie de salmonelle. Elle est entourée du milieu, il reste vert avec un centre noir. Ça, ce que vous voyez en jaune, par exemple, c'est une E. coli qui est lactose positive. Il n'y a pas de centre noir. Elle a fermenté, donc elle est jaune. Là, c'est salmonelle sur un milieu ectoène. Les caractères biochimiques. Le TSI du Salmonella typhi, elle est caractéristique. Comme vous voyez sur le schéma, un culot jaune parce que c'est une entérobactérie, donc automatiquement elle fermente le glucose. La pente, elle est rouge, donc il n'y a pas d'utilisation de lactose et de saccharose, donc elle est lactose moins, saccharose moins. Et il y a présence d'un noircissement, ce qu'on appelle l'aspect en moustache. C'est un aspect caractéristique de Salmonella typhi. On l'appelle l'aspect en moustache. C'est comme ça, c'est pas très clair sur le schéma. Dommage qu'on n'a pas un tableau pour dessiner, mais ce qu'on appelle l'aspect en moustache, c'est la présence de H2S. Donc, pas dans tout le tube, mais seulement ici, par exemple, au contact de la pente et du culot. Structure antigénique, là, c'est très important pour les salmonelles, parce que pour faire la différence entre une salmonelle mineure et une salmonelle typhoïdique, donc il faut faire ce qu'on appelle le sérotypage. On doit avoir, il s'agit de quel antigène O, quel antigène H et quel antigène VI. Donc il y a 3 types d'antigènes. On a l'antigène somatique O, retrouvé au niveau de la paroi des bactéries de nature lipopolysaccharidique. Il existe 67 antigènes O différents. Et même dans l'antigène O, il y a 2 types. Il y a l'antigène O majeur et l'antigène O mineur ou accessoire. Donc, grâce au facteur O majeur, on a classé les salmonelles ayant le même facteur O majeur dans un même groupe. Par exemple, des bactéries qui ont le même antigène O majeur, on les a mis dans le même groupe. Les antigènes O majeur, on a 3 ou 4. On a ce qu'on appelle OMA, c'est-à-dire antigène O majeur A. Ça, c'est l'antigène majeur, ce qu'on appelle OMA. Donc ça, antigène O majeur A. Et antigène accessoire O, 9 et 12. Donc cette bactérie possède un antigène majeur qui est le A et 2 antigènes mineurs qui est le 9 et le 12. Les antigènes flagellaires H de nature protéique. Donc le O, lipopolysaccharidique, l'antigène H, il est protéique, thermolabile. Donc on peut avoir une seule spécificité ou 2 spécificités. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a l'antigène H, il peut avoir un seul, on va dire comme ça, un seul antigène H. Donc, une seule spécificité. Il peut avoir 2 antigènes H chez la même bactérie. Donc, 2 spécificités. Par exemple, pour Salmonella typhi, voilà les antigènes de Salmonella typhi. Donc, elle est antigène O majeur A, antigène accessoire O mineur 9 et 12. Pour l'antigène H, on a l'antigène HD. C'est ça la lecture, c'est ça la formule complète de Salmonella typhi. Donc, on dit antigène majeur A, antigène mineur 9 et 12, il y a 2,
antigène flagellaire H, D. Pour le paratypé, par exemple, c'est antigène majeur A, plutôt antigène majeur B, et l'antigène accessoire 1, 4, 5, 12, donc 4 antigènes accessoires et un antigène flagellaire B. Là, il y a deux antigènes flagellaires, le 1 et le 2. On a également ce qu'on appelle l'antigène d'enveloppe, VI, de nature protéique thermolabile. Donc, il existe plusieurs antigènes. Mais le plus important pour classer les salmonelles, c'est l'antigène O et l'antigène H. Ça, c'est ce qu'on appelle le tableau de Kaufman et White. C'est un tableau de classification des salmonelles. Nous, par exemple, au laboratoire, on suit ce tableau pour pouvoir identifier la bactérie, parce que c'est impossible de se rappeler de tous les antigènes. Donc, on va mettre la bactérie en contact avec des anticorps monoclonaux bien connus pour déterminer il s'agit de quel antigène O, il s'agit de quel antigène H. Et après, une fois on a la formule complète, on la compare au tableau de Kaufman et White pour retrouver il s'agit de quel sérotype. Par exemple, Salmonella typhi, on l'a dit que l'antigène majeur A, les antigènes accessoires 9 et 12, et l'antigène H, D, etc. Est-ce que c'est clair pour l'agglutination? Je dois refaire parce que je sais que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez compris pour l'antigène O et H? Est-ce que vous avez compris ou vous avez besoin que je refais l'explication? Bon, c'était pas très clair apparemment, je vais refaire. Alors, on a dit que Salmonella, elle possède trois types d'antigènes. L'antigène O somatique, qui est là, à la surface, l'antigène H, qui se trouve au niveau des flagelles, et un antigène VI, qui se trouve sur la paroi. Alors, l'antigène somatique, on l'appelle O, un antigène O. Donc, retrouvé au niveau de la paroi des bactéries et les de nature lipopolysaccharidiques. Bon, pour vous, la nature n'est pas importante, mais il faut se rappeler qu'il y a un antigène O au niveau de la paroi. Il existe 67 antigènes. Donc, on a 67 antigènes différents chez les salmonelles. Parce que les salmonelles, il existe plus de 2000 espèces. Donc, chaque espèce, elle a un antigène O caractéristique. Parfois, les antigènes O sont classés en deux. Donc, on a ce qu'on appelle un antigène O majeur. Donc, on retrouve par exemple 500 ou 600 espèces qui ont le même antigène O majeur. La différence se retrouve au niveau des antigènes mineurs, ce qu'on appelle antigènes accessoires. Donc, maintenant, on a dit qu'on a deux antigènes O, majeurs et mineurs. Alors, par exemple, je vais donner l'exemple de Salmonella typhi. Salmonella typhi, elle a un antigène O majeur A. Et elle a deux antigènes mineurs, le 9 et le 12. Nous, comment identifier ces antigènes-là? On ramène ce qu'on appelle un sérum constitué d'anticorps monoclonaux. On va le mettre en contact avec la suspension bactérienne. Si, par exemple, on a choisi l'antigène, les anticorps anti-antigène majeur A. S'il y a un antigène majeur A au niveau de la suspension bactérienne, maintenant on est devant une salmonelle typhi, donc il y aura agglutination. Et on va dire quoi? Que la bactérie possède l'antigène A. On va par la suite continuer. On va la mettre en contact avec les anticorps anti-antigènes mineurs. On retrouve par exemple une agglutination avec le 9 et le 12. Là, qu'est-ce qu'on va mentionner? Il s'agit d'une salmonelle, bien sûr, parce qu'on a les caractères biochimiques, etc., qui a l'antigène A majeur et elle a l'antigène accessoire 9 et 12. Par la suite, on va continuer parce qu'on est obligé d'identifier la formule complète. Après, on va rechercher les antigènes flagellaires qui sont de nature protéique. Donc, l'antigène flagellaire, on va ramener tout simplement des anticorps monoclonaux anti-antigène H. Antigène H1, 2, 3, 4, 5, ou parfois on les classe A, B, C, D. Donc, un antigène H, par exemple, anti-A, anti-B, anti-C. On va mettre la bactérie en contact avec ces anticorps. S'il y a agglutination, par exemple, avec le D, on va dire que cette bactérie possède l'antigène HD. Et on va écrire la formule complète. La formule complète de Salmonella typhi, c'est quoi? C'est Salmonella, c'est antigène majeur A, elle a agglutiné avec le A, elle n'a pas agglutiné ni avec le B, ni avec le C, ni avec le D, donc il s'agit d'une bactérie qui a l'antigène A. Elle n'a pas agglutiné avec le 1, 2, 3, 4, 5, etc. Elle a agglutiné avec le 9 et le 12. Donc, c'est une bactérie OAMA 9, 12. L'antigène H, elle a agglutiné avec le D, donc c'est une bactérie OAMA
9, 12 pour ce qui est antigène somatique, et c'est une bactérie qui a l'antigène D. Nous, on connaît déjà que cette formule, elle appartient à Salmonella typhi, en comparant avec ce qu'on appelle le tableau de Kaufman et White. Kaufman et White, il vous dit quoi? OAMA, bon, c'est pas mentionné ici sur le tableau, mais c'est OAMA 9, 12 et D. Là, on est devant Salmonella typhi. Si on retrouve OAMA ou OMB 1, 2, 12 et A, là, on est devant paratyphé A. Le 1, 4, 5, 12 B, on est devant paratyphé B, etc. Donc, on va comparer ces formules-là avec le tableau de Kaufman et White et on va retrouver il s'agit de quel sérotype de salmonelle. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se casse la tête? Vous pouvez me dire, par exemple, on est devant une salmonelle, elle est pathogène, c'est bon, on va traiter. Non, parce que les salmonelles, c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc, on est obligé de retrouver la source d'infection parce qu'elles causent généralement des épidémies. Des épidémies, par exemple, à transmission hydrique. On a un puits qui est contaminé par Salmonella typhi. Il y a des gens qui consomment l'eau à partir de ce puits, ils seront contaminés. On est obligé de retrouver la source de contamination. Donc, on va analyser les prélèvements chez les patients. On va faire les sérotypages. Par exemple, on retrouve sérotype 9, 12, etc. On va le comparer avec le sérotype isolé à partir de l'eau du puits. S'il s'agit du même sérotype, donc automatiquement, c'est la source de contamination. De toute façon, c'est obligatoire. Pas pour les autres bactéries, mais pour les salmonelles, c'est obligatoire d'avoir le sérotype exact. On passe maintenant au rôle pathogène. Le rôle pathogène, c'est-à-dire les facteurs de virulence, la symptomatologie, etc. Salmonella typhi est responsable de la fièvre typhoïde. Paratyphée A, B et C est responsable de la fièvre paratyphoïde. C'est quoi la typhoïde? Après ingestion de la bactérie par voie orale, donc c'est une contamination soit par les aliments contaminés, soit par l'eau. Il s'agit d'une maladie à transmission hydrique également. Et une incubation généralement de 14 jours. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais c'est une incubation de 14 jours. Donc il n'y a pas de signe clinique, la bactérie, elle est là. Après, on a les symptômes. Une fièvre, témoignant généralement une infection. Il y a des céphalées, une douleur abdominale parce que l'infection déjà commence par voie entérique. Un malaise, parfois il y a des constipations. Donc c'est ça qui fait un peu, qui est un peu bizarre parfois. Il s'agit d'une infection entérique, une toxi-infection. Normalement, vous me dites qu'il y aura des diarrhées. Mais là, mais non, dans certains cas, on a des diarrhées. Dans d'autres cas, on a une constipation. Parce que la bactérie, la fièvre typhoïde, n'est pas vraiment une infection entérique qui va donner des signes entériques. Elle va donner des signes généraux. Au bout de la deuxième semaine, on aura une fièvre en plateau à 39 degrés et délire et septicémie. Parce que la bactérie va passer quoi? Elle va passer du tube digestif vers la circulation lymphatique premièrement et parfois directement vers la circulation sanguine, donnant des signes généraux. Comme vous voyez sur le schéma ici, la phase d'incubation, elle est silencieuse. La phase d'invasion, on a fait dans le cours de conflit hôte-bactérie. On a une fièvre oscillante, parfois elle est oscillante, elle n'est pas très stable. Pouls dissociés, des céphalées, une asthénie, gêne abdominale, trouble du transit. Au 7e jour, c'est la phase d'état. Donc, une fièvre en plateau. Comme vous voyez, 39 à 40 degrés en plateau parce que la bactérie, elle est présente en continu au niveau du sang. Donc, il y a des signes généraux. Fièvre en plateau, parfois des diarrhées, une splénomégalie parce que la rate va capter les bactéries qui contiennent à la surface des anticorps, des taches rosées ou lenticulaires parfois. L'évolution, parfois il y a une guérison sans antibiothérapie. Parfois, ça nécessite une antibiothérapie pour traiter l'infection parce qu'il y a des signes généraux. Le problème, qu'il y a des complications parce que parfois, si le traitement tarde, parfois on a des métastases infectieuses. Donc la bactérie va se loger au niveau osseux, etc., qui devient très difficile à atteindre par les antibiotiques et on aura des complications. Parfois, il y a des rechutes. Si on utilise par exemple des antibiotiques, ce qu'on appelle les antibiotiques non stérilisants, c'est des antibiotiques qui vont détruire la bactérie au niveau sanguin, détruire la majorité des bactéries au niveau du tube digestif, mais il reste des bactéries logées au niveau, par exemple, des plaques de PRC dans les systèmes lymphatiques. Ces bactéries vont rester dans le système lymphatique, qui est difficilement atteint par les antibiotiques. Après l'arrêt de traitement, on aura reprise de l'infection.
Mais il y a des antibiotiques qui pénètrent très bien dans le système lymphatique, par exemple comme les fluoroquinolones, etc. Ils pénètrent très bien dans le système lymphatique et ce qu'on appelle les antibiotiques stérilisants. Donc, ils vont détruire complètement la bactérie. Les complications, on peut avoir des perforations intestinales suite à l'infection si on ne traite pas. Deuxièmement, on a les gastro-entérites. Les gastro-entérites, on a la fièvre typhoïde, c'est à part, et on a les gastro-entérites. Les gastro-entérites, donc on a une fièvre, douleur abdominale, vomissement, diarrhée, en particulier chez l'adulte. Guérison généralement spontanée après 4 jours. Et elle est due principalement aux salmonelles mineures non typhoïdiques. C'est des salmonelles qui causent des toxi-infections avec une fièvre, diarrhée, vomissement, etc. C'est des symptômes classiques d'une toxi-infection alimentaire. Chez les enfants et les nourrissons, elle peut entraîner des déshydratations et des septicémies parce que les enfants sont tellement fragiles que parfois des salmonelles mineures, normalement, elles donnent simplement une gastroentérite, mais chez les nourrissons et les enfants, on peut avoir bien sûr des déshydratations suite aux diarrhées et des septicémies. Pour les toxi-infections alimentaires, ils donnent des épidémies, ce qu'on appelle les TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Lors d'un repas en commun, par exemple dans un restaurant, d'un mariage ou une fête, etc. Si les aliments sont contaminés par les salmonelles, principalement les gâteaux, etc., qui contiennent des œufs frais, donc on aura des toxi-infections alimentaires collectives, c'est des TIAC. Donc douleur intense après consommation d'un repas. Les autres, on peut avoir des septicémies, des infections urinaires ou des méningites, mais c'est beaucoup plus rare que les gastro-entérites ou les toxi-infections alimentaires. Pour le diagnostic, on va parler principalement de la fièvre typhoïde, bien sûr, parce que c'est la plus importante. Pour le diagnostic, on a dit que la bactérie, elle se retrouve au niveau du tube digestif et au niveau sanguin. Donc, les deux prélèvements seront les hémocultures et la coproculture. Les hémocultures, bien sûr, on va utiliser un milieu enrichi. La bactérie à l'oxydase négative, catalase positive. Sur le TSI, on va trouver une bactérie LAC-, H2S+, etc. C'est les caractéristiques biochimiques. La coproculture, on va utiliser l'ectoine. Donc, c'est une bactérie LAC- avec des colonies vertes avec un centre noir. Et on va continuer, bien sûr, à rechercher les caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic indirect. Le diagnostic indirect, on va rechercher les anticorps. On a dit que les antigènes O et H, bien sûr, c'est des antigènes. Ils vont susciter quoi? La synthèse des anticorps. Donc, on va rechercher les anticorps. C'est ce qu'on appelle le sérodiagnostic de Vidal et Felix. Mais il faut savoir que le sérodiagnostic de Vidal et Felix n'est plus recommandé. Donc, il est pratiquement abandonné. Il y a certains médecins qui le demandent encore, mais il est pratiquement abandonné. Maintenant, c'est l'hémoculture et coproculture. Pour le traitement, la fièvre typhoïde, pour la typhoïde, auparavant, on utilisait la chloramphénicol, mais plus maintenant, parce que la chloramphénicol a une toxicité hématologique et une efficacité inférieure aux antibiotiques présents actuellement sur le marché. On utilise les céphalosporines de 3e génération, principalement la ceftriaxone. La ceftriaxone, c'est le traitement de choix, bien sûr par voie injectable, c'est le traitement de choix de la fièvre typhoïde. En cas d'allergie ou par exemple intolérance aux bêta-lactamines, on peut utiliser les fluoroquinolones, par exemple la ciprofloxacine par voie générale. Pour les gastro-entérites, l'antibiogramme est obligatoire car il y a des salmonelles non typhoïdiques résistants au traitement. Donc, on doit avoir une coproculture, bien sûr un antibiogramme, et on va adapter le traitement selon l'antibiogramme. Parce qu'il faut savoir, pour la fièvre typhoïde, jusqu'à maintenant, on n'a pas des résistances très importantes. Donc, elle reste une bactérie sensible, même au traitement banal, même aux bêta-lactamiques qui ne sont pas très puissants. Mais pour les gastro-entérites, il y a des salmonelles mineures qui sont résistants. Donc, on est obligé d'avoir un antibiogramme. Pour la prophylaxie, donc les salmonelleuses, c'est une maladie à transmission hydrique et alimentaire. Donc, c'est l'hygiène, c'est l'ingestion. Bon, l'aliment doit être conservé dans des conditions. Il faut respecter la chaîne de froid, etc., pour éviter les intoxications et les gastro-entérites. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours? Demain, on va continuer le restant du cours, mais est-ce que vous avez des questions? Des trucs à éclaircir ou des trucs qu'on n'avait pas compris?
Est-ce que tout était clair? Très bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser demain parce qu'on va continuer dans le même cours pratiquement.